One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 11 juin 2025, cet épisode, le numéro 2521, s'intitule « Qui a le meilleur français, la cour, le palais ou la ville ?» Aujourd'hui, nous retrouvons Gilles Sioufi, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire du français. Nous nous rencontrons pour parler de son livre Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde. N'hésitez pas à partager vos impressions à propos de cet épisode en utilisant la fonction commentaire de votre application de podcast ou bien sur YouTube. Les notes du podcast sont disponibles en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com. À un moment, vous expliquez comment apparaissent certains nouveaux mots, certains nouveaux usages qui passent d'abord par la cour et qu'ensuite ils sont validés par le palais. Ça, c'est typique de Paris. Alors ça, c'est typique aussi du XVIIe siècle, parce que il y a eu un moment où il y avait plusieurs centres, entre guillemets, directeurs, ce que j'appelle directeurs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient donner la direction du français normé, même si le mot norme n'existe pas au XVIIe siècle. C'est vrai qu'on s'imagine toujours le XVIIe siècle comme le siècle qui a inventé la norme du français, mais c'est pas dans ces termes. Et donc il y a eu une lutte entre effectivement trois pôles, grosso modo, la cour, le palais, qui a été assez vite disqualifié, parce que c'était un langage assez archaïque, un peu technique, un peu dans sa bulle, entre guillemets, et puis ce qu'on appelait la ville, c'est-à-dire Paris, et donc les milieux bourgeois, intellectuels, artistes, etc. Et à partir du moment où la cour a été sortie de Paris pour aller à Versailles, eh bien, il va y avoir cette espèce de conflit autour de qui a le meilleur français. Et ça, c'est assez fascinant à explorer à la fin du XVIIe. Et la cour va petit à petit se trouver marginalisée. C'est d'ailleurs une des causes de la Révolution française, un siècle plus tard. C'est que la cour, elle aussi, s'est trouvée dans une bulle et elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait à Paris. On dirait déconnecté aujourd'hui. Oui, déconnecté, absolument. Ce que j'ai trouvé un peu amusant et qui pourrait peut-être intéresser les auditeurs, c'est ces modes de prononciation pour se distinguer socialement, mais qui vont durer, qui durent toujours presque. Oui, alors là, j'ai exploré ça avec des petits dossiers, entre guillemets, sur certaines des modes les plus connus, ce qu'on appelait l'ouïsme au XVIe siècle, c'est de prononcer en ou au lieu de prononcer en o, dire chose pour chose, par exemple. Et on en a quand même, parce qu'il y avait des variations, on en a des traces dans le français d'aujourd'hui, parce qu'on dit nourriture et pas noriture, comme on disait auparavant, où on avait des variations entre portrait, pourtrait, pourmener, se pormener, se promener. Donc il y avait quand même toute cette espèce de variation. Parfois on en a quelques traces. Et là il y avait les whist, entre guillemets, ceux qui prononçaient en ou, et les anti-whist, ceux qui étaient contre la prononciation en ou. Et un autre moment, c'est la fin du XVIIe, les prononciations de ce qu'on écrit aujourd'hui en OI, comme le chiffre 3. C'est un peu bizarre de dire 3 alors qu'on écrit OI. Il y avait 4 solutions possibles. Alors, je roule les R parce qu'on le faisait à l'époque. Troué, ça c'est la prononciation archaïque, entre guillemets. Tré, tra et trois. Vous voyez, 4 solutions. Et là, il y a eu tout un jeu social avec certains milieux qui ont commencé à dire d'une manière, d'autres d'une autre manière pour se distinguer. Et puis, comme on a vu que certains imitaient, par exemple les bourgeois ont imité les nobles, alors les nobles se sont distingués pour pas parler comme les bourgeois qui les avaient imités, etc. Donc c'est une espèce de ballet, de jeu de ping-pong autour de ces prononciations. Et puis ensuite, j'en ai cité d'autres, effectivement. Le fameux épisode de la suppression du R, avec les merveilleuses et les incroyables. Je ne sais pas si je prononce exactement comme on le disait, mais cette manière d'effacer le R dans les mots. Enfin, il y a eu toutes sortes d'excentricités. J'ai cité des suffixes complètement délirants, comme le suffixe bem ou le suffixe uche, ou le suffixe go. On disait ici go au lieu de ici, par exemple. Des modes comme ça.
Et puis, évidemment, au XXe siècle aussi, il y a eu toutes sortes de verlan, parfois compliqués, d'autres règles, enfin toutes sortes de choses. Parfois, ce qu'on appelait le javanais, par exemple, à la fin du XIXe, c'est on insérait un F ou un V entre les voyelles. Par exemple, l'adjectif beau se disait bavot. Bon, voilà. Alors tout ça, ça a disparu de l'histoire du français, au sens évidemment où il n'en reste rien aujourd'hui, on l'enseigne pas. Mais j'ai trouvé intéressant d'aller retracer cette histoire perdue. Oui, je suis d'accord avec vous parce qu'à lire, on découvre tout ça et c'est très intéressant. On n'a pas cette vision forcément de sa propre langue. Est-ce qu'il y a, au cours de ce livre, que vous avez écrit en combien de temps d'ailleurs ? J'ai mis 2 ans, grosso modo, mais j'ai pas vu le temps passer, je vous dirais, parce que évidemment, j'ai appris beaucoup de choses en faisant, hein, c'est normal, et je dois dire, je me suis un peu pris au jeu, je me suis un peu régalé à trouver toute cette matière nouvelle, donc finalement, voilà, c'était assez vite. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, ça se sent à la lecture, ça se lit comme un roman. Moi, j'ai adoré ce livre. On croise beaucoup de personnages dans ce livre. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué parce que vous l'aimez bien ou parce qu'il s'est révolté ou au contraire parce qu'il a imposé quelque chose ? Alors j'aurais envie d'évoquer cet ouvrier vitrier de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle Ménétras, qui est une des rares personnes d'origine populaire à avoir laissé un écrit, témoignage. Il a écrit une sorte d'autobiographie, Journal de ma vie, il l'appelait, qui a sur 30 ans, et où il s'est pris au jeu en quelque sorte du jeu des mémoires, comme des mémoires aristocratiques. Alors il a transgressé, vous parlez d'un personnage qui s'est révolté d'une certaine manière, c'est un écrit tout à fait transgressif, parce que il a imité et inversé le genre des mémoires aristocratiques. Et au lieu de parler de ses ancêtres et tout ça, il a parlé de sa vie au ras du quotidien. Et ça, c'est un témoignage unique pour le français de cette époque. Pas le français des grands écrivains, mais le français ordinaire, entre guillemets, parce que son orthographe aussi témoigne de l'oral. Et puis c'est un personnage assez farfelu, assez fantasque. Il a traversé la fin du XVIIIe et la Révolution, et jusqu'après la Révolution, donc il a vécu une période fascinante. Voilà. Je sais pas, après d'autres personnages. Alors j'ai mis l'accent sur quelques personnages très célèbres, dont j'ai montré qu'ils n'avaient pas nécessairement la culture linguistique qu'on imagine. Henri IV, par exemple, qui était un roi français, qui était peu francophone, hein, qui parlait béarnais, qui parlait donc une variété d'occitan. J'ai aussi montré que Napoléon, par exemple, maîtrisait très mal l'orthographe, puisqu'il n'était pas francophone non plus. Il parlait corse et italien, donc il s'est fait moquer à son arrivée en France. Voilà. Et puis, il y a quelques petits personnages emblématiques de la culture française, dont j'ai essayé de montrer que souvent ils y venaient d'ailleurs. Et cette fameuse culture parisienne, etc., elle a été beaucoup faite par des étrangers au XIXe siècle, au XXe. Donc j'ai cité beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, etc. Et même des industriels. Il y a un personnage, par exemple, un des emblèmes de la mode française aujourd'hui, c'est la marque Hermès. La marque Hermès, elle a été créée par un Allemand qui s'est installé à Paris, Dietrich Hermès, au milieu du 19e. Il avait francisé son prénom en Thierry. Et voilà, effectivement, j'ai essayé de montrer ça, que c'était un grand brassage à Paris. Et ça l'est évidemment aujourd'hui. Dans le prochain épisode, Gilles Cioffi nous parlera de son parcours et développera un de ses objets de recherche, le sentiment linguistique. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.